Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27e podcast. Ce soir, le sujet, c'est Gutenberg, le nouvel éditeur qui va arriver dans WordPress. On a deux invités ce soir. Donc, il y a Jean-Baptiste Audras. Salut Jean-Baptiste. Hello. Et Riyad Benguela. Salut Riyad. Salut. Donc, on va peut-être vous laisser vous présenter et puis après, on aura une petite annonce à faire avec Mathieu. Donc, on commence par toi, Jean-Baptiste. Donc, dis-nous ce que tu fais et puis ton expérience en quelques mots avec Gutenberg. À quel moment tu as commencé? Du coup, pour me présenter en 3 mots, du coup, JB Audras. Je suis responsable technique, directeur technique de l'agence Whodunit, voilà, qui est assez, on va dire, connu en France. Moi, je m'occupe particulièrement de la maintenance des sites en tant que directeur technique et également du coup de l'encadrement de notre équipe. Et du coup, Gutenberg, pour moi, en fait, il y a eu 2 questions qui se sont posées. Comment on bascule vers Gutenberg et ensuite, comment on le fait, comment on s'organise dans le cadre de nos sites en maintenance, mais aussi dans le cadre des nouveaux projets qui arrivent. Et du coup, j'ai cadré ça pour que notre équipe technique puisse se former et puis qu'on puisse basculer dès maintenant en fait sur la création de nouveaux projets avec Gutenberg. Ok, merci. Et Riyad, alors? Alors, bonsoir à tous, je suis Riyad, je suis développeur chez Automatic. Donc, je fais du JavaScript, du PHP en général et je suis sur le projet Gutenberg depuis le début. Je suis membre de l'équipe de développement. Voilà. Super. Mathieu, avant qu'on reprenne le sujet de Gutenberg, tu voulais nous parler un peu de l'événement qui arrive très bientôt? Oui, je voulais parler aussi du fait qu'on n'était que 2 aujourd'hui. D'habitude, on est 3 et malheureusement Thierry n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Je crois qu'il est coincé sur un télésiège en montagne. Ouais, c'est dur. Oui, alors le prochain événement de la communauté sur Paris, c'est le WordCamp Paris qui se tiendra le 9 mars 2018. Et il est un petit peu particulier ce WordCamp puisque je fais partie en fait de l'équipe d'organisation. Et donc on est un peu dans les transes puisqu'il nous reste quelques jours pour la préparation de cet événement et donc on a tout un tas de petites surprises nous sommes en train de vous préparer. C'est le 10e, c'est un anniversaire. On va célébrer 10 années de WordCamp sur Paris et on va essayer d'innover un petit peu en apportant le live stream live streamant les conférences et en adoptant un dispositif pour permettre aux personnes qui ont des difficultés d'audition de suivre le WordCamp sur place avec un système de sous-titrage en temps réel. Donc on va faire ces 2 innovations cette année et l'autre innovation, c'est au niveau des activités qu'on va faire ensemble. Il y aura bien sûr des conférences et des ateliers, mais cette année, on va essayer de faire des activités un petit peu plus participatives, en contribuant par exemple au core de WordPress ou en jouant avec Gutenberg justement, en essayant de résoudre un puzzle. Et d'autres choses qui ont été proposées par les participants eux-mêmes et ils ont pu voter pour les activités qu'ils souhaitaient faire le 9 mars. Voilà. Super. Voilà, c'est bien. Merci Mathieu. Mais je t'en prie. Le plan, en fait, on a quelques grands groupes de questions qu'on a revus un peu ensemble. Donc, la première chose, c'est qu'on va présenter l'éditeur. La deuxième chose, on verra un peu toutes les ressources autour de Gutenberg. Troisième chose, on verra un peu comment se préparer. Et puis enfin, quelques polémiques autour de ce projet. Donc, qui veut commencer pour présenter un peu pourquoi on choisit un nouvel éditeur de WordPress? Tu veux commencer, Riyad, par rapport à ça? Allez. Alors,
Avant de commencer, je voulais dire que Gutenberg, c'est pas seulement un éditeur. Donc, l'idée répandue, c'est que Oui, Gutenberg, c'est un éditeur, mais le projet Gutenberg, c'est pas l'éditeur en lui-même, d'accord. c'est la création de contenu dans WordPress. Mhm. Et l'idée originale vient du fait que actuellement, créer du contenu dans WordPress n'est pas si facile si on n'est pas habitué à WordPress. Il y a différents écrans, il faut naviguer, il faut aller sur l'éditeur, il faut aller sur les options de thème, il faut utiliser des shortcuts, il faut utiliser plein d'outils disponibles. Si on est habitué à WordPress, c'est facile, mais si on l'est pas, c'est pas si évident. Et donc l'idée, c'est toujours dans la philosophie de WordPress qui est de democratize publishing, de permettre le plus de gens possible de créer des contenus riches grâce au bloc, à l'éditeur et à d'autres choses qui viendront ensuite. Voilà. Ça- D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est très bien de préciser cette partie-là. Parce que je crois qu'à priori, même ça va beaucoup plus loin que simplement la partie édition. Ça peut se diffuser dans toutes les autres parties d'un thème, si j'ai bien compris. En effet, ça introduit la notion de bloc qui est centrale à Gutenberg. La première étape sera d'intégrer cette notion dans l'éditeur pour créer de post-content, les contenus d'articles, de pages, etc. Après, il y aura d'autres étapes où ça s'étendra, ça deviendra un page builder et même la création de sites en entier se fera grâce à l'utilisation de blocs. Voilà, ça, c'est la vision long terme. Mais pour le moment, on va commencer par la partie éditeur, voilà, qui arrivera bientôt. Alors c'est vrai que ça peut vite se compliquer dès que tu dois ajouter des contenus riches, type Google Maps. Bon, la vidéo, c'est vraiment amélioré dans l'éditeur que j'appellerais classique, où il suffisait qu'on colle une URL et du coup la vidéo apparaissait. Dès qu'on devait ajouter des contenus qui sont autre chose que du texte, ça devenait vite soit une combinaison de shortcodes ou de divers outils, mais qui pouvait vite compliquer la tâche, contrairement à ce que j'ai vu en tout cas dans la démonstration de Mathieu. Oui, actuellement, si tu veux faire si vous voulez faire des contenus un peu riches et interactifs avec TinyMCE, il faut des plugins supplémentaires, il faut Bien utiliser sûr. des shortcuts. Les shortcuts aussi, c'est pas forcément très visuel. Non. C'est des bouts de code que tu vois dans l'éditeur. On comprend pas très bien ce qui se passe derrière. Donc, c'est pas très intuitif pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment WordPress et comment il fonctionne. Bon, bah déjà, donc on a répondu aux deux premières questions. Hein, donc pourquoi un nouvel éditeur, même si c'est pas un nouvel éditeur, et qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'éditeur On a répondu, on a expliqué ce que c'était. Ouais. On n'a Oui, pas mais dit qu'est-ce pourquoi. qu'il apporte par rapport à l'éditeur classique? C'est cette logique de bloc. C'est les Certes, contenus riches. certes, mais pourquoi? Pourquoi, oui? Jean-Baptiste, pourquoi alors? C'est quoi Pourquoi? ton Alors, impression par rapport à ça? des- en fait, c'est une question qui a déjà été abordée plein de fois, mais la question sous-jacente, en fait, c'est pourquoi changer quelque chose qui finalement fonctionne pas si mal. Et il me semble qu'en fait, en dehors du fait que ce soit normal que WordPress évolue au fil des années, il y a aussi quelque chose qui est quand même important dans un projet, quel qu'il soit, et un projet open source, je pense encore plus, c'est à un moment donné de se challenger et d'aller un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Et, euh, et je pense que du coup, j'anticipe un petit peu sur la partie peut-être plus polémique à propos de Gutenberg, mais effectivement, il y a beaucoup de gens du coup qui critiquent Gutenberg en disant que c'est imposé, etc. Mais surtout, derrière, on ressent aussi très souvent une peur en se disant ben, pourquoi on casse tout ce que j'ai mis des années à apprendre finalement pour mettre d'un seul coup quelque chose de nouveau. Et ça, en fait, c'est vu comme une menace par beaucoup de gens, alors qu'en fait, et finalement, c'est un peu la philosophie avec laquelle euh, je suis rentré dans Gutenberg. En fait, plutôt qu'une menace, c'est plus intéressant de le voir comme une opportunité. Ça va permettre pour les agences, pour les freelances, d'avoir de nouveaux marchés parce qu'il va falloir faire évoluer en fait les sites internet, etc. Pour qu'ils soient compatibles avec Gutenberg, mais aussi en termes de compétences techniques finalement, ça permet aussi d'évoluer, d'aller vers des choses comme React, comme JavaScript, qui sont aujourd'hui très importantes. Et finalement, cette dimension challenge, moi, je la trouve très intéressante derrière. Voilà. Donc,
voilà, ça c'est pour répondre à la question, bah, finalement pourquoi changer quelque chose qui fonctionne pas si mal? Alors c'est sûr que il y a des explications techniques. Le système des shortcodes, c'est vrai qu'il est pas très user friendly, mais il a aussi fait beaucoup de mal, notamment quand on change de thème, quand on n'utilise plus les mêmes extensions et qu'on se retrouve à désactiver en fait des choses qui affichent des shortcodes en clair, hein, dans le contenu de la page, puisque du coup le shortcode n'est plus fonctionnel. C'est des choses qui doivent plus arriver et qui sont clairement voilà des soucis, on va dire, de jeunesse de WordPress. Et c'est très intéressant aujourd'hui de dépasser tout ça, d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que finalement, en fait, c'est vraiment ça le cœur de Gutenberg, c'est voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment on peut finalement repenser un petit peu tout ça avec une dimension très importante et qui fait grincer des dents, notamment, je pense, à Riyad, c'est avec la dimension très importante chez WordPress de la rétrocompatibilité, c'est-à-dire qu'il faut pas casser les 30% du web qui fonctionnent avec WordPress. Et il y a vraiment beaucoup d'enjeux et je trouve que c'est un projet passionnant, en fait, pour toute cette dimension nouveauté, finalement. Oui, puis ça va permettre d'homogénéiser un peu les interfaces, notamment, je pense à tous ces page builders qui ont parfois des logiques complètement différentes et on s'y perd assez vite. En fait. Donc ça va intégrer des standards en fait par rapport à ça. Ça, c'est une bonne chose. Tout à fait. Et puis le principe du bloc est quand même une notion assez révolutionnaire. Bon, c'est un grand terme, mais dans la gestion de contenu, où on a plutôt l'habitude de gérer son contenu page par page, etc. Alors que finalement, en fait, se retrouver en prenant le plus petit dénominateur commun, à savoir le bloc de contenu, le paragraphe, la galerie, l'image, etc. Bah, finalement, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup plus simples à manipuler, des concepts qui sont finalement simplifiés. Et qui vont pouvoir être réutilisés un petit peu partout sur le site. On parle de l'éditeur et Riyad a raison de dire que ça se limite pas à l'éditeur parce que finalement on va pouvoir gérer son menu, gérer le customizer qui permet du coup de modifier l'apparence de son site et tout ça en fait ça peut ou les widgets aussi hein, évidemment qui finalement peuvent être gérés au sein d'une seule et même unité documentaire, le bloc. Et on peut appeler un widget dans un bloc Gutenberg. D'une part, mais en plus, les widgets en eux-mêmes n'ont plus vraiment de sens à partir du moment où finalement il suffit d'utiliser des blocs pour gérer cet élément de contenu. En effet, à long terme, les blocs pourront être utilisés comme des widgets sur n'importe quelle partie d'une page, pas forcément le contenu de la page en lui-même. Et les widgets actuels, ils peuvent pas être encore utilisés en tant que blocs, mais potentiellement, on prévoit une sorte d'adaptateur pour pouvoir les réutiliser facilement sans devoir les réécrire. Ok, puis il y a quand même un point important, c'est qu'il faut savoir que c'était ce que soulevait Matt à un moment, que la concurrence aussi a des outils maintenant qui sont de plus en plus intuitifs. Donc si on veut rester compétitif sur le marché, il faut s'adapter, comme tu dis. En effet, c'est un point très important. On a de la concurrence qui vient de produits propriétaires et qui n'est pas limitée, comme certains le disent, à une concurrence de sites simples. Mais par exemple, des sites comme Wix proposent maintenant de développer en utilisant leur plateforme, de faire exactement ce que fait WordPress en utilisant un produit propriétaire. Et on ne peut pas laisser faire ça. Le but même de WordPress, c'est de rendre la publication quelque chose d'ouvert à tout le monde sans forcément utiliser un produit fermé. Tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu, par rapport à ça? Non, c'est bien. Je crois qu'on a bien balayé le pourquoi. Il y avait effectivement l'innovation. C'est bien de pas s'endormir sur ses lauriers parce qu'effectivement, il y a de la concurrence, comme l'a dit Riyad. Moi, je crois que c'est bien aussi que Matt Mullenweg ait pris, on va dire, le lead sur ce changement parce que, comme dans les entreprises, si tu as pas un gros sponsor pour des gros changements comme ça, bien souvent, ça met trop de temps ou il se passe jamais rien. Donc je pense qu'il fallait quelqu'un en tout cas qui puisse, booster, maintenir la pression sur le projet. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Jean-Baptiste.
c'est un projet que moi j'ai découvert, mais plus par le code en fait. Je me suis intéressé, au code et j'ai plutôt aimé ce que j'ai vu et du coup, j'ai voulu en savoir un peu plus et puis après j'ai compris comment, hem, Gutenberg allait, gérer, la persistance du contenu dans la base de données, et j'ai vu tout ça et je me dis: «Mais c'est vachement bien pensé». Heu, j'ai vu aussi que ça aurait pas très peu d'impact sur, finalement, ce dont parlait Jean-Baptiste, la compatibilité arrière ou, le choix d'avoir pris des balises ouvrantes et fermantes de commentaires pour identifier les blocs, ben, ça permet justement de pas l'afficher, sur le front et si toutefois Gutenberg est pas actif et de pouvoir revenir sur l'ancien éditeur, sans trop d'impact. Il reste quand même un petit impact, puisque, l'ancien éditeur, il va créer un paragraphe si, s'il voit une ligne donc du coup tu as des espaces un peu plus grands. Mais sinon c'est le seul impact qu'il y a quoi, de ce que j'ai vu. Donc ouais, c'est un beau projet. Il arrive, il arrive vite, c'est un 2e point. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire: «Ah oui, mais on n'a pas le temps de se retourner, ça arrive dès la prochaine version de WordPress, dès la prochaine version majeure qui devrait intervenir, avril-mai». Comment on fait pour préparer ce changement? C'est peut-être une 2e question qu'on pourrait, soumettre à nos 2 invités. Cette histoire enfin, cette inquiétude sur la rapidité, du changement et la faculté des utilisateurs et des agences et des clients à digérer ce changement, en fait. Par rapport à ça, ben, juste peut-être je pourrais donner quelques éléments, de mon côté. De mon point de vue, contrairement à Riyad, du coup, je suis pas, développeur du projet Gutenberg, donc je l'ai, heu, «subi» dans un premier temps, entre guillemets, et ce premier temps, en fait, et là, c'est pour couper un peu le court à cette idée selon laquelle, on nous aurait pas donné, suffisamment de temps pour se préparer. Je l'ai subi, en fait, ce projet, en juin dernier, en juillet dernier, quand il a été annoncé au WordCamp Europe, sachant qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient dessus depuis des mois, hein, Riyad en sait quelque chose. Finalement, entre juin 2017 et mai 2018, on a quasi un an. Donc bon, ça arrive pas si vite que ça. C'est quelque chose quand même, qui a été ouvert, aux contributions, à la rentrée, 2017, à la rentrée des classes, je veux dire. Ces contributions, elles ont été nombreuses. Il y a énormément de gens qui se sont intéressés à Gutenberg, ça c'est très important de le dire, il me semble. Et derrière, ben, finalement, c'est le rôle, je pense, de la communauté. Et la communauté, c'est qui? Ben, c'est, typiquement, de mon côté, ça va être, en tant que responsable technique dans une agence, qui s'oriente vraiment à fond sur WordPress, et ben, le rôle, ça va être d'anticiper les choses et de les préparer au maximum et ensuite de communiquer dessus pour que les autres personnes qui sont pas forcément, bah, payées pour, faire de la R&D, toute la journée ou pour contribuer au corps de WordPress toute la journée, ben, puissent aussi anticiper. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec ce podcast. C'est ce qu'on a fait du coup au Meetup WordPress Paris là, il y a 2 semaines. Nous, en même temps, on en avait un pendant notre petit Meetup Drôme Ardèche. Et je pense que les prochains Meetup en France et à l'étranger, bien sûr, vont en parler énormément. Il y a le WordCamp Paris où Riyad va faire une présentation. Et finalement, c'est tout cet accompagnement-là qui va permettre, ben, aux gens de pouvoir ben, passer les choses, on va dire, sans trop de difficultés. Il y a de plus en plus de documentation, donc on en parlera, hein, des ressources qui sont disponibles. Et voilà, moi je pense qu'à partir du moment où les gens vont faire l'effort de s'intéresser un petit peu au projet, un petit peu en amont et pas le jour où il sort, ben, du coup les choses peuvent se passer sans casse. Et là-dessus, on en parlera. Je ne veux pas monopoliser le discours non plus, mais je pourrais présenter, ben, tout simplement le résultat de mon analyse, les constats que j'ai par rapport à ça et la stratégie de maintenance et donc de mise à jour qu'on a mis en place à l'agence. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on anticipe, en fait, finalement, c'est pas si court que ça. Voilà, car on a des mois pour se préparer. En effet, je rejoins Jean-Baptiste sur ce qu'il a dit sur,
Gutenberg, c'est pas un nouveau projet, il tombe pas de nulle part. D'ailleurs, l'idée de Gutenberg, elle est en discussion au niveau de WordPress depuis des années. Je pense que les premiers screenshots ou templates d'un éditeur de blog, ils ont été montrés il y a au moins 3 ans, je crois, dans un WordCamp US. Et le développement a commencé, ça fait plus d'une année. On essaye de parler de plus en plus et il est très important de parler et de communiquer, comme disait Jean-Baptiste, dans des WordCamp, dans les meet-ups, etc. Il est important de passer le message. Et en général, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive comme ça, c'est souvent les développeurs qui sont les premiers au courant, mais les utilisateurs finaux, on a du mal à les atteindre. Donc, c'est pour ça que c'est très important, même au niveau des agences, de se préparer et de communiquer à leurs clients et à l'utilisateur final ce qui va arriver. Alors, ça va pas arriver d'un jour ou l'autre à 5.0, ça va pas arriver comme ça et il y aura Gutenberg d'activer. Il y a tout un plan à faire. On va essayer de communiquer à travers le dashboard de WordPress. On va essayer de faire des étapes pour migrer vers Gutenberg petit à petit. Alors, la première étape, c'est déjà d'installer le plugin et le tester. Il est déjà là depuis une année, donc il faudrait déjà commencer par faire ça pour voir s'il y a des choses qui marchent pas, des choses qui marchent. Il y a des choses qui marchent pas, il faut nous les remonter. C'est très important. Après, s'il y a des choses qui marchent pas et on a très peur, on n'a pas le temps de s'adapter ou d'adapter le petit plugin qui utilise la petite API qui ne marche plus, on peut toujours installer le plugin Classic Editor. Il est déjà disponible. On l'installe le jour où la mise à jour elle sera faite. Les gens ne se rendront même pas compte qu'il y a Gutenberg. Ça restera toujours sur le Classic Editor et tout fonctionnera comme c'est le cas actuellement, donc sans aucun souci. Voilà, juste peut-être pour enchaîner sur ce que vient de dire Riyad, par rapport à l'éditeur classique et puis à ces changements-là et puis à ce qu'on appelle les breaking change, les changements qui vont casser des choses. Du coup, c'est un peu le rôle. De mon côté à l'agence, c'est mon rôle en fait d'anticiper ça et de vérifier dans notre parc de sites qui est très conséquent justement. Est-ce que tel site il va casser, tel site, est-ce qu'il va pouvoir passer à Gutenberg, est-ce que l'utilisateur, enfin les contributeurs, donc les dizaines de personnes qui rédigent du contenu sur ce site sont matures, vont être suffisamment matures pour pouvoir se former à Gutenberg. Dans ce cas-là, de quoi ils ont besoin pour pouvoir s'y former et passer le cap. S'ils le peuvent pas, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en échange? Ou alors comment on peut faire une montée en compétences progressive et adaptée à ce que peuvent faire les gens. Et finalement, tout ça, en fait, si on prend l'ensemble de ces points, ça devient beaucoup plus facile, en fait, finalement, de franchir ce cap quand on prend site par site, besoin par besoin, finalement, et qu'on essaie de classer un petit peu les différentes installations. Typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on classe les projets qu'on a en maintenance dans 3 cas de figure, à savoir le cas A, tout est OK, le client est mature, le site est propre, il a été développé proprement, parce qu'on a aussi des sites qu'on n'a pas forcément fait nous-mêmes. Le site a été développé proprement, on est dans les standards de WordPress, le client est mature, il va pouvoir monter en compétences et ça va l'intéresser en plus de le faire, parce que du coup, il aura un intérêt à avoir un éditeur beaucoup plus finalement intéressant que celui par défaut. Et dans ce cas-là, on va être dans le cas, on va anticiper en lui donnant des guides d'utilisation, on va installer le plugin, le client va pouvoir jouer avec, nous aussi, on va pouvoir faire évoluer les développements et le jour où WordPress 5 sort, on passe à Gutenberg. Ça, c'est le cas idéal. Clairement, il ne se présente pas toujours. Dans ce cas-là, il y a un deuxième cas, le cas B, où le site va passer à WordPress 5, mais en conservant l'éditeur classique. Et là, il y a un plugin qui est déjà prêt, une extension, pardon. Je suis responsable de la traduction de WordPress, donc utiliser le plugin, c'est interdit. Du coup, il y a une extension, donc Classic Editor, qui est développée par des gens qui travaillent sur Gutenberg. Hein, donc, c'est pas des gens qui sont contre Gutenberg qui ont mis en place cette extension. Hein, c'est des vrais contributeurs du corps de WordPress. Et ils l'ont fait justement en raison de la volonté de WordPress depuis toujours d'assurer la rétrocompatibilité. Si cette extension est activée, on va pouvoir passer à WordPress 5.0 et on ne verra pas Gutenberg, en fait, jamais du tout. Ça, c'est le cas B, c'est-à-dire c'est que dès qu'il y a des doutes en fait sur un site, sur une installation, notamment des sites qui utilisent des page builders, comme mon grand ami dont les initiales sont VC. Voilà, des
des extensions qui, on le sait, ne sont pas compatibles avec Gutenberg et auront beaucoup de difficultés à l'être du fait qu'elles ont été développées finalement sans tenir vraiment compte des standards WordPress. Et ensuite, on va avoir un cas C, le cas 3. Le site ne peut pas passer à WordPress 5 parce qu'en fait, du coup, il y aurait trop. En fait, le site c'est souvent le cas sur des installations trop instables, généralement multisites, donc complexes, avec des boutiques, etc. Où là, du coup, on va pas prendre le risque tout de suite de passer à WordPress 5.0. C'est quelque chose en tant que mainteneur de site qui pour moi est un peu une hérésie, mais dans ce cas-là, en fait, on va du coup pas prendre de risques et on va attendre plusieurs mois le temps de pouvoir vraiment travailler dessus. Et dans ce cas-là, il faut pas non plus avoir peur, même si c'est pas recommandé et que cette situation-là, il faut l'éviter à tout prix. Voilà, les branches 4.9 seront maintenues encore longtemps en termes de sécurité, au moins au niveau des patchs de sécurité. On est en 2018, elles seront maintenues 1 an, 2 ans, comme le sont toujours les branches 3.7. Aujourd'hui, c'est la branche la plus ancienne qui est maintenue en termes de patch de sécurité. Et ça, même si c'est une situation à éviter à tout prix, ça reste aussi une possibilité. Donc, en fait, une fois qu'on a vu ces 3 cas de figure, on a balayé l'ensemble des possibilités. Finalement, c'est pas si terrible, Gutenberg. Donc, nul besoin de paniquer. Merci. Je sais pas ce que vous en pensez ou si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis. Il y a quelque chose qui me surprend un peu en fait plus en France finalement, c'est que notre rôle en tant que connaisseur de WordPress, c'est peut-être aussi de communiquer objectivement sur les projets. Et moi, j'ai le sentiment déjà que certaines personnes qui sont, on va dire, qui ont un leadership en France, communiquaient contre, plutôt que d'essayer de voir, les aspects positifs. Et du coup, c'est quelque chose qui est arrivé aussi, à l'étranger, mais je crois qu'il y a eu un moment où il y a eu un shift, c'est, lors du WordCamp US, du dernier WordCamp US là en 2017, où Matt a clairement dit: «Ouais, non, mais de toute façon, il y aura Gutenberg, dans la prochaine version». Moi, j'ai remarqué qu'il y avait eu un changement radical, de la part de la communauté, en tout dans les pays, étrangers, mais qu'en France, on ne parlait pas suffisamment de Gutenberg, que c'était encore long pour faire, des meet-up, pour jouer notre rôle en fait d'accompagnement de cette innovation. Moi, c'est ça qui m'a un peu plus, dérangé. J'ai lu, beaucoup d'articles, qui mettaient en avant, on va dire, certains inconvénients, temporaires, hein, puis il y en a qui étaient réels, hein, mais qui ont été résolus, par la suite. Hem Sans pour autant, donc en critiquant, sans pour autant essayer de faire changer les choses ou d'apporter des correctifs à Gutenberg ou de rapporter des anomalies, de contribuer tout simplement comme ce qu'on fait tout le temps. Donc c'est ça qui m'a un peu choqué, moi, début d'année dernière, de cette année. C'est pour ça que j'avais fait quelques articles sur le sujet, pour dire, bah, notre rôle, c'est quand même de contribuer, enfin, je pense, et d'aider les gens à faire en sorte qu'ils aient pas une impression que c'est un drame qui s'abat sur eux, prochainement. Donc tout va bien, faut pas s'inquiéter. Bah, il y a une chose qui est un grand classique, dans l'open source, dans ce que tu dis et qui est à mon avis très importante. C'est qu'effectivement, on a vu plusieurs fois et voilà, je vais pas donner d'exemple ou d'anecdote à ce sujet-là, mais très souvent, en fait, on voit des gens qui effectivement critiquent, un petit manque de rien du tout, mais qui est important, comme qui est très important, mais un tout petit manque de rien du tout au niveau technique, dans Gutenberg. Finalement, quand on voit ça, du coup, la première chose que je fais, c'est, réfléchir soit moi, soit d'autres personnes, à ouvrir une issue, donc faire remonter le problème dans le projet. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte que oui, effectivement, il y avait ça qui manquait et que c'était pas bien, mais tout de suite, du coup, on va être très valorisé, en fait, le fait d'avoir fait remonter ce problème-là. En fait, les gens vont dire: «Ben, super, merci beaucoup. Est-ce que tu as une idée de solution?
ou est-ce que tu peux nous donner des pistes pour que nous, on puisse corriger? Et si en plus, on peut corriger soi-même, enfin proposer quelque chose, on va avoir 2 choses. D'abord, la reconnaissance, finalement des gens qui travaillent sur le projet, parce que du coup, la contribution, finalement, c'est ce qui fait marcher l'open source. Et la deuxième chose qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir monter en compétence directement sur le projet en comprenant comment il marche pour essayer de faire la modification. Et je pense que cette dimension contribution, pendant des années d'utilisation de WordPress, je l'ai complètement sous-estimée. Que ce soit avec Gutenberg au niveau du core ou au niveau de plein d'autres projets de WordPress, le fait de contribuer, en fait, ça nous permet d'avoir une connaissance en tant que professionnel beaucoup plus importante et du coup, finalement, de savoir avant un petit peu tout le monde qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est un avantage concurrentiel, en fait, immense pour un professionnel. Et du coup, je suis pas sûr qu'effectivement, on soit toujours en France conscient de ça. Tu as raison, je pense, Mathieu. Et pourtant, c'est un. Enfin voilà, tu le sais parce que tu es un gros contributeur au projet depuis longtemps. Et le fait, en fait, finalement, d'avoir cette connaissance-là, finalement, c'est un avantage énorme, en fait. C'est beau. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Grégoire? On avait noté tout un tas de questions pour les torturer un peu là. Oui, je les ai. Donc, on sait ce qu'il faut faire si on n'est pas prêt. Donc, ça, on a eu la réponse. Il y a plusieurs solutions, donc il n'y a pas de panique. Et donc là, on pourrait aborder la partie ressources. Donc, il y avait d'abord les ressources pour les utilisateurs. Donc, je crois que sur Baptiste, on parlait un petit peu. Il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place. Est-ce qu'il y a déjà pour les utilisateurs des ressources? J'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt orienté développeur, mais peut-être que je me trompe. Alors, déjà, la première ressource, je crois Riyad et Jean-Baptiste en ont déjà parlé, c'est qu'on peut déjà utiliser Gutenberg, Oui, puisqu'il y a une extension qui est disponible de différentes manières. La manière la plus simple, c'est de la télécharger depuis le répertoire des extensions officielles de WordPress, mais on peut aussi utiliser le répertoire GitHub de Gutenberg. Alors bon, ça sera un petit peu plus compliqué parce qu'il faudra bon, ouais. mais tout est expliqué. Par contre, si on veut démarrer la contribution, moi je dans le répertoire GitHub de Gutenberg, on a tout. On a la documentation, comment démarrer, comment installer son environnement quasiment, pour pouvoir déjà commencer à contribuer à Gutenberg. Donc ça c'est très intéressant et d'ailleurs, si j'ai bien compris ce qui se passe, c'est quand, ils font des modifications sur le répertoire Git, c'est, notamment dans la documentation, c'est intégré au site, wordpress, .org, puisqu'en fait, moi j'ai le sentiment qu'il y a un une récupération des éléments qui sont dans le répertoire Git, dans les pages de documentation sur wordpress.org. Donc il y a tout dans le projet et dans le répertoire et je trouve ça c'est super intéressant et c'est super ingénieux. Alors, je confirme déjà, il y a une synchronisation entre la documentation qui est dans le repository et le site web de la documentation technique handbook de Gutenberg. Et pour la contribution, oui, pareil, tout est disponible sur le repository. Par contre, c'est en anglais, donc peut-être ça peut être un frein pour certains francophones. Pour ça, je dis, je suis disponible sur le Slack WordPress FR. Je peux aider. Vous pouvez me pinguer directement ou me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est technique, je peux répondre. Pas de souci. Voilà. Je voudrais juste ajouter par rapport à ça, parce qu'en fait, je pense que Riyad est trop modeste, mais c'est vrai que c'est une vraie chance qu'on ait effectivement accès à un développeur qui est intégré comme Riyad dans Gutenberg et qui soit francophone. Et effectivement, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent énormément. Alors au début, il a pris pas mal de coups parce que les gens qui étaient mécontents de Gutenberg se sont tous vengés sur Riyad. Mais au final, du coup, tout le monde commence à voir l'intérêt d'avoir quelqu'un comme ça qui connaît Gutenberg en profondeur. Et je trouve que c'est plutôt génial et passionnant, en fait, finalement, d'avoir la possibilité d'avoir de l'aide, en fait, hein, tout simplement. Ouais, c'est un channel très actif sur Slack. C'est compréhensible de prendre des coups pour un développeur open source.
Mais là, c'est vrai. Donc là, on peut utiliser l'extension, on peut télécharger l'extension sur le répertoire des extensions officielles de WordPress. Mais c'est vrai que il nous manque encore, de notre côté, je pense, un effort de vulgarisation de Gutenberg. Euh, euh, je pense qu'il nous manque des blogueurs qui expliquent comment on utilise Gutenberg aussi, mais vraiment des choses très basiques, parce que on a tout de suite de la documentation ou de l'information sur des éléments un peu plus techniques, mais on n'a pas ce qui va concerner l'utilisateur lambda. On n'a pas trop ça encore. Moi, je vois bien sur ma timeline des formations de Zach Gordon, des formations de Maxime. Je vois tout ça qui arrive et donc qui sont plutôt adressés en fait à des développeurs finalement de WordPress, mais j'ai pas comment j'ajoute un bloc. Enfin, des choses très concrètes, très basiques, et qui, à mon avis, permettraient aussi aux utilisateurs de se sentir rassurés parce qu'ils se diraient: «Ah bah, ouais, mais finalement, c'est super intuitif, ah ouais, puis en plus, je peux faire ci, je peux faire ça». Ils pourraient se projeter déjà et je pense qu'il nous manque un peu cette partie-là, on reste encore trop, technique à mon avis. Par rapport à ça, du coup, je pense que c'est, que là, on arrive aussi à une vraie question, je pense, qui se pose et qu'on n'a pas vraiment abordée, c'est la question du quand. Effectivement, Riyad parlait de avril-mai, de mai, en tout cas, c'est la date prévue à la base. Du coup, pendant un moment, c'est resté quand même un petit peu dans l'expectative, cette date d'arrivée de WordPress 5. Moi, je pense qu'il faut pas raisonner, enfin, si on veut vraiment anticiper, il faut pas forcément raisonner à partir d'une date et de se dire, oh là là, là, j'ai plus que 3 semaines, etc. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, en fait, finalement, c'est de faire un rétro-planning. C'est-à-dire que effectivement, à J-30, qu'est-ce qu'on fait? À J-60, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, il y a plein de choses à faire, notamment monter en compétence au niveau de l'équipe de production de l'agence, etc. Ensuite, il y aura, et en fait, c'est pour ça que je parle de ça, ensuite, il y aura ben, la création des guides utilisateurs. Parce que du coup, il faudra bien donner ça à nos clients. Et ça, c'est des contenus que tout le monde devra rédiger à un moment donné. Nous, le parti qu'on a pris, c'est de commencer très tôt à le faire pour pouvoir les mettre librement accessibles, tout simplement parce que derrière, il y a un enjeu de notoriété, et du coup, on souhaite en profiter. Mais voilà, je pense que derrière, en fait, c'est important que les gens publient du contenu, de la documentation, etc. Effectivement, qu'il ne soit pas uniquement technique, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses techniques. Tu as mentionné Maxime, hein, qui va faire pas mal de vidéos, des formations, etc. Mais on a déjà tout ce qu'il faut au niveau technique et beaucoup moins sur l'utilisation. Riyad, peut-être que du coup, je pense que la team marketing travaille dessus, évidemment. Tu sais s'il y a, si, pareil, si tu as plus de détails sur les contenus qui vont sortir? Pas vraiment de détails sur ça, je suis pas vraiment en contact avec la team marketing, je pourrais pas en dire plus. Alors, c'est aussi un peu notre rôle, à nous, de d'expliquer comment ça fonctionne. Moi, j'ai essayé de le faire, lors d'un meet-up. J'ai dans ma dans mon propos, j'ai essayé de rester très, en fait, j'ai pas, voulu adopter un discours: «C'est révolutionnaire, c'est machin, c'est génial» et cetera. C'est vrai, mais j'ai voulu rester très basique et rester sur, le contenu et qu'est-ce qui va changer et montrer justement, en fait, l'éditeur en action, montrer ce que ça peut apporter et je pense que c'est ça qu'on nous, on devrait, travailler, au niveau, local, dans les communautés, locales, dans les meet-up, dans les WordCamp et c'est pour ça qu'on a, au WordCamp Paris réservé, enfin on était, on va dire, unanimes tous dans le comité d'organisation pour dire, cette année, il faut qu'on propose des contenus, Gutenberg et on était très heureux de voir les propositions de Riyad et d'autres, puisqu'on a eu d'autres propositions sur Gutenberg. Mais je pense qu'il faut aussi on a voulu aussi mettre un contenu un peu plus ludique, justement pour essayer de jouer avec, mais vraiment, jouer avec, je pense qu'avec le jeu, ça pourrait aussi, dédramatiser, l'histoire. Donc bah, on va regarder ce que ça donne, mais je pense qu'il faut
utiliser, il faut se tromper, il faut regarder comment ça fonctionne. Il faut pas avoir peur d'activer l'extension. Moi, mon site personnel, il utilise Gutenberg depuis le début de l'année. Il n'est pas encore tombé. Ne vous inquiétez pas, ça marche très bien. Et pour l'instant, comme le disait Riyad aussi, on reste sur un focus qui est finalement le contenu de votre article ou le contenu de votre page. Ça va pas prendre l'intégralité de votre site. Pour l'instant, on attaque petit. Enfin, on va dire, on attaque sur l'unité du contenu. On aura le temps de voir plus tard, mais je pense qu'il faut utiliser l'extension. Soit on le fait vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre site, mais vous pouvez prendre un site personnel ou même utiliser un site local, je veux dire, ou même utiliser il y a une ressource qu'on mettra dans le contenu de l'article où il y a Tom G. Novell qui a mis en ligne en fait une démonstration qu'on peut utiliser directement sur Internet. Donc on mettra le lien. Je trouve que ça aussi c'est une bonne initiative. Enfin, en tout cas, il y a tout plein d'initiatives qui se passent. Qui sont la plupart du temps en anglais et c'est à nous aussi d'essayer de traduire toutes ces ressources qui sont très intéressantes. J'ai essayé de le faire à un moment donné. Il faut continuer. Malheureusement, j'ai pas pu continuer ce que je voulais faire, mais il faut qu'il y en ait qui prennent le relais. C'est important. Justement, d'ailleurs, par rapport à ça, pareil, tu es un peu modeste, mais tu as quand même fait une grosse contribution et très importante pour le site Rosetta, donc un site français de WordPress, en traduisant effectivement l'article d'annonce de Gutenberg. Et effectivement, enfin voilà, il faut savoir que ce site francophone, c'est une vraie vitrine et que on est ouvert à la contribution des gens, si des gens veulent y publier des articles, etc. C'est une vraie vitrine en fait. Voilà, il y a WPFR aussi, le site de l'association, qui a même d'héberger ça. Donc voilà, enfin, s'il y a des gens qui veulent même, ne serait-ce que faire des sous-titres pour une vidéo et veulent qu'on la diffuse sur ces sites-là, il faut pas hésiter en fait à le contacter. Et et en fait d'un côté, ça met en valeur la personne qui le fait, mais en plus, ça profite vraiment à tout le monde. Voilà. Merci. Maintenant, on va se faire plaisir. On va parler chiffon un peu. On va parler technique. Les ressources pour les développeurs. Voilà. Donc, allons-y. Riyad, qui est membre de l'équipe de développement, je crois qu'on va te laisser la parole et tu vas nous faire rêver. Alors, pour la partie technique, les ressources disponibles ils sont nombreuses. Donc, il faut commencer déjà par le handbook qui est disponible, je pense, sur wordpress.org/Gutenberg/handbook. Et là, on aborde tous les sujets de Gutenberg. Comment créer des blocs, comment étendre Gutenberg, comment ajouter des templates de blocs. Donc, c'est du contenu vraiment très riche. Après, il faut savoir, il y a aussi une autre documentation qui arrive. Il y a un projet qui est en cours qui s'appelle Gutenberg Tutorials, qui se concentrera plus sur la partie comment adapter les sites actuels, les metabox, les shortcodes, tout ça à Gutenberg. Et là aussi, il y a des choses à dire. Il faut se mettre à JavaScript, bien sûr. Donc, Gutenberg est essentiellement développé en JavaScript. C'est une application React. C'était essentiel pour avoir toute cette interactivité au niveau du front-end. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions avancées, je suis là pour y répondre. Gutenberg Tutorial, il n'est pas encore en ligne, en fait. C'est un projet qui est en cours, c'est ça, Riyad? Oui, c'est un projet qui est en cours. Il y a des personnes, je pense, de Caldera Form. Il y a Zach Gordon qui travaille dessus aussi. Et il y a d'autres personnes. Et je pense que ça sera bientôt publié. Enfin, je n'ai pas les détails, mais je pense que ça avance bien. Okay. On mettra les liens qu'on a en tout cas. Oui. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des liens. Vous les mettez comme ça un peu. Je t'en mettrai quelques-uns, notamment, en fait, là, j'ai oublié son nom. Pour revenir un petit peu sur la maintenance, il y a un site enfin, une initiative, c'est sur GitHub, mais il y a aussi un site qui est lié, qui va référencer toutes les extensions qui déclarent une compatibilité à Gutenberg, et ça, c'est un vrai intérêt. Je crois que l'initiative est très récente, donc la plupart des extensions n'ont pas encore ces éléments-là.
Je vous mettrai le lien plus tard. Et je pense que c'est très intéressant pour les gens qui vont faire leur mise à jour et qui ont plusieurs sites en gestion. Et on voit que les choses évoluent hein, par rapport aux extensions et aux grands éditeurs de plugins et d'extensions. Évidemment, des grands acteurs comme Yoast, comme Gravity Forms travaillent énormément sur Gutenberg et on saisit toute l'opportunité hein, qu'il y a d'y aller à fond. Donc il n'y aura pas trop de soucis à se faire là-dessus. Pareil pour ACF, hein, Advanced Custom Field qui est très très utilisé, massivement utilisé, qui va non seulement être compatible, mais en plus qui va aller beaucoup plus loin hein, dans son là-dedans. Et voilà, je pense que c'est une bonne ressource. Et effectivement, là encore, du coup, on se rend compte que les éditeurs nous ont pas attendus pour plutôt que gueuler sur Gutenberg par principe parce qu'il y a du changement, ils ont plongé à fond dedans. Alors, tu parles d'ACF. Moi, j'ai jamais aimé les page builders, donc j'ai toujours fait des builders avec ACF, des flexibles, des répéteurs, etc. Donc, j'ai vu aussi qu'Eliot Condon donc bossait dessus énormément. Et d'après toi, donc tu penses que parce que lui il stocke ça dans des méta que tu évoquais, ce serait qu'ACF pourrait générer des blocs qui seraient pas des méta? En fait, ACF est déjà compatible avec Gutenberg. Puisque effectivement, Gutenberg supporte hein, l'ajout de méta. Alors il y a eu un peu de bidouille au départ, ça n'a pas été. Riyad pourrait nous donner plus de d'historique, mais ça n'a pas été forcément simple. Mais du coup, la solution est fonctionnelle. On peut utiliser ACF et migrer vers Gutenberg, ça va marcher, même avec un ACF actuel. Maintenant, ACF aujourd'hui, qui permet de faire énormément de choses, qui a été adopté massivement avec un éditeur, son auteur qui a envie largement, hein, voilà, avait tout intérêt, et c'est pour ça que pour moi la question se posait pas, à aller beaucoup plus loin. Puisque finalement, quand on va gérer des groupes de chants, finalement, on se rapproche de l'idée du plus petit dénominateur commun dont je parlais tout à l'heure, à savoir le bloc de contenu. Et finalement, c'est des notions qui sont très proches, notamment avec la réutilisabilité suivant les types de contenu, etc. On est déjà sur quelque chose, en fait, ACF, du coup, et d'ailleurs c'est tout son intérêt, fonctionne déjà en bloc depuis le début. Après, c'est un stockage post-méta, mais voilà, ça c'est des questions techniques. À la limite, on s'en fout quoi. Derrière, la logique éditoriale est très similaire. Et du coup, évidemment, ACF va aller sur quelque chose de beaucoup plus intégré dans Gutenberg et permettant d'aller beaucoup plus loin. Et à mon avis, ça sera plutôt génial parce qu'aujourd'hui, tu as ton éditeur What You See is What You Get natif. En dessous, tu as tes champs ou en dessus, tu as tes champs. Et si je veux que mon paragraphe de contenu, ma galerie photo générée avec ACF, par exemple, soit au milieu de mon contenu, c'est compliqué. Il faut bidouiller, il faut recréer des shortcodes et en gros retourner dans des choses pas user-friendly du tout. Si demain, cette galerie ACF, c'est un bloc Gutenberg, je vais pouvoir le mettre où je veux, en fait, finalement. Et là, du coup, on voit tout de suite l'intérêt que ça a, hein, c'est que on se retrouve avec ACF qui permet de gérer des blocs de contenu déjà actuellement, qui devient vraiment quelque chose de, j'allais dire un page builder, mais non, même encore mieux finalement, puisque du coup ça va être réutilisable d'une page à l'autre, d'un contenu à l'autre. On pourra gérer éventuellement des menus avec ça, des widgets, enfin voilà. Non, puis c'est un point important quand même, c'est que c'est pas dans les méta, donc au niveau des requêtes, c'est quand même très différent. Non, en fait, je souhaite rebondir sur cette question. Les blocs Gutenberg, ça s'enregistre pas seulement sur le contenu. Tu peux choisir d'enregistrer les blocs Gutenberg en méta. Oui. Donc, ACF peut continuer à fonctionner comme il fonctionne actuellement. Il enregistre en méta et en même temps, il fait de l'affichage. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment la galerie pouvait s'intégrer, non pas dans les méta, mais dans la table post, du coup, c'est beaucoup mieux pour les requêtes. Ça dépend de l'utilisation parce qu'il y a des utilisateurs qui voudraient, par exemple, récupérer les données de la galerie avec une API ou quelque chose indépendamment du contenu du post-content. Donc, ça dépend de ce cas-là. En tout cas, c'est pas bloquant et au contraire, hein, voilà, l'éditeur d'ACF n'a clairement, je pense pas qu'il ait fait la gueule ou qu'il ait paniqué à la sortie quand Gutenberg a été annoncé. Au contraire, le mec s'est dit ok super, je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment génial. Et voilà. Et il bosse tout ça sur le projet, hein, c'est quand même fou quand on y pense. Moi, je voulais rebondir juste sur la partie React. Une des choses qui m'avait un peu refroidi,
au démarrage, c'était, moi j'avais investi un certain temps à m'intéresser à Backbone, tout ça pour la gestion des médias et je me dis: «Oh, du coup, on change de librairie, on va sur React et cetera». Mais en fait, je voudrais préciser que, on n'a pas besoin de connaître React pour pouvoir créer un bloc. En fait, c'est ça que j'ai, beaucoup apprécié, dans la démarche du projet Gutenberg, c'est qu'en fait, ils ont ajouté une couche, en quelque sorte, de fonctions JavaScript qu'on peut appeler, traditionnellement, même en JavaScript, pas encore moderne, pour créer son bloc, enregistrer et profiter de l'API. Et je vois aussi un autre intérêt, c'est que, finalement, c'est des espèces de, comment dirais-je, de fonctions encapsulantes qui, à la fin, vont créer, un composant, React, mais ça nous permet, nous, de pouvoir, quand même, travailler avec, Gutenberg sans être un pro, de React, et même si en fait, maintenant que j'ai mis un peu le nez dedans, c'est pas si compliqué que ça de s'y mettre. Ce qui est plus compliqué en fait dans React, je trouve, c'est le d'avoir son environnement pour, générer en fait, la transcription, le transtypage du JavaScript ancien vers moderne vers l'ancien pour être compatible et cetera. Avec toutes les configurations qu'il faut faire avec, Webpack. Webpack. Ouais, et ça au début c'est un peu déroutant, mais une fois qu'on a compris le système et ben c'est assez intuitif aussi de créer un composant finalement, sur React. Je pense aussi qu'il y a une idée reçue sur React. Genre, quand on entend le nom React, ça fait peur. Ah, que c'est un nouveau framework, ça va être un nouveau Mmh. truc que je dois apprendre. Mais Surtout en fait, qu'en plus, il y a Facebook derrière. voilà. Mais en réalité, React, quand on regarde de plus près, c'est super simple. C'est des fonctions qui s'appellent, c'est tout. Mmh. Il n'y a rien de compliqué à React. Et on peut même l'utiliser sans Webpack, sans compiler. On l'utilise directement en JavaScript ES5. Après, c'est pas l'utilisation qui est répandue, Mmh. mais c'est tout à fait possible. Et comme tu disais sur Gutenberg, pour créer un bloc, on a mis à disposition ce qu'on appelle des composants qu'on peut juste appeler les uns à côté des autres. Par exemple, on veut un input texte, on appelle un composant qui est déjà disponible. On veut un input pour faire du HTML, on appelle un composant. On veut afficher une barre d'outils, c'est la même chose. Donc, il suffit juste de agencer ces différents composants ensemble pour construire son bloc assez facilement sans avoir une connaissance avancée de React ou de quoi que ce soit. Merci, Riyad. Gros blanc. Non, mais du coup, On coupe après, on coupe. d'une part, c'est pas si compliqué, mais en plus, ça a toujours été la logique de WordPress d'avoir des wrappers. Typiquement, quand on utilise Get the Title, qui a toujours été là depuis le début de WordPress, ben voilà, on utilise un wrapper qui va aller chercher les données pour nous dans la base de données pour qu'on n'ait pas des requêtes SQL à faire. Et finalement, aujourd'hui, quand on plonge un petit peu dans l'utilisation du Gutenberg, on se rend compte que pareil, la même logique de faciliter finalement les choses en donnant la possibilité finalement d'appeler des choses qui vont se charger de faire le sale boulot pour nous, ben elle existe toujours. Donc voilà, faut pas trop avoir peur de, de tout ça non plus. Il y a autre chose que je voulais soulever concernant la technique et le développement de Gutenberg, et je pense que les plugin développeurs ils vont apprécier, c'est que actuellement pour récupérer des données, pour développer un plugin sur l'éditeur, pour récupérer les données de l'éditeur ou les données des catégories ou les données de n'importe quelle partie de l'interface, on est obligé de jouer avec les DOM nodes, on va sélectionner telle partie, voir la valeur, etc. Avec Gutenberg, on a introduit une nouvelle notion qui est le data module. Et en fait, il suffit juste d'appeler des petites fonctions JavaScript, donne-moi le contenu de l'éditeur, donne-moi tel bloc ou donne-moi enfin le titre de l'article. Et c'est juste un appel à une fonction et ça marche. Voilà. Moi, c'est clair que c'est une grosse galère avec, dans l'éditeur classique, effectivement d'avoir, une partie du contenu de cet éditeur classique. Donc oui, ça c'est, on va beaucoup l'apprécier. Mais en fait, quand on commence
à développer ses propres, créer ses propres blocs Gutenberg, on voit bien l'avantage de l'API par rapport au gros champ de texte de TinyMCE où on ne sait pas trop où est-ce que on va être positionné et on ne sait pas trop comment interagir avec TinyMCE, alors que là, on est dans notre bloc, on est en quelque sorte autonome, mais on va pas avoir d'impact sur les autres parties du contenu. Et ça, je trouvais que c'était aussi parce que au démarrage, on se plante. Parce que je me suis planté, c'est normal. Et je me voyais, ah ben mon bloc est cassé, mais tout le reste du contenu était nickel chrome. Donc ça, j'ai trouvé deux choses intéressantes à React. J'ai trouvé ça, et j'ai trouvé aussi le système de test unitaire qui est assez bluffant aussi et assez simple à utiliser en fait. Donc voilà. Et je pense que pour justement aborder ces techniques modernes un peu de concevoir du web comme le JavaScript moderne ou même tout ce qui va arriver dans dans CSS Grid, etc. Je pense qu'en s'intéressant à Gutenberg, ça va nous permettre justement de grandir aussi sur toutes ces nouvelles techniques, parce que Gutenberg utilise toutes les dernières techniques, toutes les techniques modernes. J'ai vu qu'il y avait une API pour faire des filtres et des actions, ce qu'on fait habituellement en PHP avec AddAction et AddFilter. Il y a la même chose en JavaScript. Il y a aussi une API pour la traduction, pour qu'elle se fasse directement en JavaScript. Donc il y a pas mal de choses qui sont très innovantes, je trouve, dans ce projet. Alors pour quelqu'un qui est plutôt un développeur PHP, s'il va se mettre à Gutenberg, quelle est l'approche par rapport au JavaScript? Est-ce qu'il faut voir un framework en particulier ou avoir des notions, des bonnes notions de base de l'écriture en JavaScript? Je pense pour commencer, pas la peine d'aller voir à droite ou à gauche, il faut aller juste aller voir la doc de Gutenberg et voir comment créer un bloc. Parce que ça nécessite pas une connaissance avancée de JavaScript pour pouvoir faire un bloc simple. Donc, à partir de là, je pense que le besoin viendra tout seul. Si on veut compliquer notre bloc, il faudra connaître un peu plus React, peut-être faire du state, des trucs comme ça, et ça viendra petit à petit. Bah, c'est comme tout, hein, il faut se mettre dedans, quoi, c'est tout. Faut se tromper pour apprendre. Donc quand je me suis pris la tête avec Backbone, c'est pareil. Tu nages, puis à un moment donné, tu dis ah bah oui, ah ouais d'accord, ah bah j'ai compris. Et puis après ça va beaucoup plus vite en fait. C'est le temps de comprendre la logique et après ça va. Ok, par rapport à notre plan, parce que là on s'est fait plaisir, hein, et puis là si on continue, on pourrait continuer très longtemps, je pense. On avait 2-3 autres questions à soulever. Oui. Des questions un peu plus polémiques, je pourrais dire. Un peu plus polémiques, ouais, on va aborder ça. Déjà, on va faire un petit résumé. Donc, Gutenberg, contrairement à ce qui a pu être dit, supporte les MetaBox, et donc ACF est d'ores et déjà compatible, parce que j'ai cru comprendre, parce que moi j'utilise pas ACF du tout, mais j'ai cru comprendre que c'était le logiciel qui simplifiait la vie grandement jusqu'à présent aux freelance et aux utilisateurs. Donc, il n'y aura pas de problème avec ACF. On n'a pas trop parlé des patch builders, mais moi j'ai vu, en tout cas, peut-être que vous les utilisez. Moi, j'utilise pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est des articles comme quoi ils allaient utiliser l'API de Gutenberg pour leur prochain développement. Notamment, j'ai vu Beaver Builder, j'ai vu Page Builder de Site Origin aussi. Voilà, j'ai vu des choses comme ça. Qui est le premier à avoir, Site Origin à avoir une vraie implémentation, enfin en tout cas à l'avoir dévoilé d'ailleurs, je crois hier sur Twitter. Et effectivement, après pour moi on est quand même dans des logiques où les gens en fait ont juste créé des blocs dans lesquels ils ont mis leur page builder. On n'est pas dans la même logique que ACF qui va te permettre de créer tes blocs en fait. Finalement, ACF va faire quoi? C'est un utilitaire pour créer des blocs.
Et là, du coup, finalement, la personne qui veut pas s'embêter avec JS, par exemple, et qui veut surtout pas en entendre parler, elle va pouvoir passer par ACF et puis gérer son truc. Voilà. Même si je pense que ça vaut le coup en fait d'aller regarder, comme dit Riyad, hein, d'aller tester la création d'un bloc, on se rend compte que c'est pas si compliqué. Et il y a une autre dimension là-dedans, c'est que finalement ça fait aussi le pont entre deux spécialités, parce qu'en France on aime bien mettre les gens dans des cases, entre deux spécialités qui sont le développement front et le développement back. Ben finalement aujourd'hui avec Gutenberg on se retrouve avec une perméabilité entre ces deux spécialités, et qui à mon avis est très enrichissante aussi potentiellement. Mathieu n'a jamais utilisé de PageBuilder. Non, moi j'ai pas eu cette chance ou ce besoin. J'ai pas utilisé de page builder, mais je pense que c'est des, logiciels, hy enfin très bien foutus, qui simplifient énormément la vie des utilisateurs. Parce que le principe de glisser-déposer pour construire sa page, c'est toujours, assez séduisant. Moi j'ai pas eu ce besoin parce que fais, je fais pas forcément des sites, tous les jours non plus. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'ai vu en tout cas dans l'API de Gutenberg, c'est que ça on avait, peut-être là une possibilité pour les justement ces logiciels de conception de pages, de pouvoir, on va dire essayer de standardiser un petit peu leur manière de faire, et de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas une manière différente de faire persister le contenu, mais qu'ils utilisent celle de Gutenberg. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait changer. Alors c'est peut-être pas ce qu'ils recherchent en même temps, mais l'utilisateur, en tout cas, serait très content de pouvoir changer de page builder parce qu'il y aurait beaucoup moins d'impact sur son schéma de données. Bien, bien, bien. On va attaquer les choses qui font un peu plus, en tout cas, on va essayer de répondre, aux différentes choses qu'on a pu lire, de négatif en toute objectivité. La première chose à laquelle on va répondre, c'est, on a souvent lu, heu, Gutenberg est un projet, d'automatique. Donc on va mettre les pieds dans le plat direct. En plus, on en profite, il y a Riyad, il est d'automatique. Donc, est-ce que, Gutenberg est un projet d'automatique? Alors moi, je vais commencer à répondre et je vous laisserai, terminer. Si c'était un Je vais avoir une vision un peu, technique, mais si c'était un projet d'automatique, alors je retrouverais son repository sur le compte d'automatique. Or, je le retrouve sur le compte de WordPress, qui n'est pas le compte d'automatique. Si c'était un projet d'automatique, alors j'aurais pas tous ces contributeurs qu'on voit quand on va sur le repository, on voit tous ces contributeurs qui sont pas forcément de chez Automatic d'ailleurs. Je crois qu'il y en avait, un peu plus de 130, quelque chose comme ça, la dernière fois que j'ai regardé. Donc c'est ouvert. Donc c'est pas un projet, dédié, enfin, créé par Automatic pour Automatic. C'est vraiment un projet, moi, je pense, qui est pour la communauté, WordPress. Et la dernière chose que je me suis dit, c'est que si j'étais Automatic et que je mettais et que je voulais faire un projet d'automatique, bah, je ferais mon projet automatique, mais je le ferais tout seul. J'aurais pas besoin de la communauté. Un peu comme ce qui s'est passé au démarrage avec Jetpack, où Jetpack, lui, il s'est développé tout seul et finalement la communauté a dit: «Ah ouais, ça m'intéresse», et Jetpack a fait, des services pour les sites, .org, enfin qui utilisent, WordPress.org. Voilà les 2-3 choses que je voulais dire. Maintenant je vous laisse, poursuivre. Alors, en effet, c'est pas un projet automatique. Il y a beaucoup de contributeurs qui viennent d'Automatic parce que Automatic, c'est WordPress, ça a toujours été des contributeurs à WordPress, mais pas seulement, il y a aussi plein de contributeurs qui viennent de Yoast, plein de contributeurs de Gravity Forms, de Caldera Forms, plein de contributeurs indépendants aussi. C'est pas du tout un projet spécifique à Automatic. Et est-ce que c'est dans l'intérêt d'Automatic, si Automatic veut vraiment Gutenberg, de le développer sur WordPress avant? Pourquoi ne pas le faire directement sur Calypso? Calypso a déjà un éditeur et
personnalisé. Donc le développer sur Calypso aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour Automatic. Alors que, mais ça ne bénéficierait pas à la majorité des utilisateurs de WordPress. Donc d'où l'intérêt de développer pour WordPress et dans WordPress. Donc c'est pas du tout un projet automatique. Tu veux rajouter quelque chose, JB? Déjà, Riyad a tout dit et plutôt aussi. Je pense que finalement, on aime bien, et tout le monde est comme ça quelque part, taper sur le plus grand, le plus fort. Mais voilà, il faut pas oublier que il n'y a pas qu'Automatic dans WordPress, même si Automatic effectivement, les gens d'Automatic sont des très gros contributeurs à WordPress, évidemment. Yoast, je pense que Riyad a raison de le souligner. La dernière release mineure de WordPress a été dirigée par quelqu'un de chez Yoast, qui est un développeur qui est immense. Enfin, d'ailleurs, Yoast est en fait le principal contributeur sur la dernière version de WordPress. La boîte qui contribue le plus à WordPress, c'était Yoast sur la dernière version, et c'était pas Automatic. Donc voilà, il y a plein d'acteurs et plein de gens qui travaillent par et pour WordPress, et il faut pas tout limiter tout le temps à Automatic. Voilà, même si et oui, je réponds, c'était Sergei du coup, hein, Virikov. Je réponds à la petite question qui s'est affichée sur mon écran. Cette personne-là est quelqu'un qui contribue énormément, mais avec une disponibilité énorme, qui est quelqu'un d'ailleurs de très sympa. Et voilà, enfin, il faut pas forcément toujours tout mettre sur le dos d'Automatic. Alors oui, c'est Matt qui fait sa petite démonstration théâtrale au WordCamp Europe, au WordCamp US, parce que du coup, enfin voilà, même si nous en France on est un peu moins habitués à ce type de démonstration, enfin de grands raouts et de le côté presque, on reproche un côté presque un peu religieux, etc. Mais derrière, les gens qui travaillent dessus, c'est pas forcément toujours automatique non plus. Et je pense qu'il faut pas tout ramener à Automatic de ce côté-là. On voit le nombre de contributeurs à Gut qui est énorme. Il y a assez peu de Français malheureusement, mais Imat a contribué. Il y a Willy Bayo qui contribue beaucoup à Gut. Et, euh, et voilà. Enfin, Je suis français aussi. J'ai contribué à Gut. voilà. Oui, bon, mais toi, t'es dans l'équipe du cœur de Gut. Tu comptes pas. Mais enfin voilà. Bon, c'est un peu tentant de taper sur le grand méchant Automatic qui viendrait nous forcer à utiliser des choses qu'on n'a pas envie d'utiliser. Je trouve que c'est quelque chose de simpliste en fait. Bah, en fait, il y a quand même une logique très différente dans WordPress par rapport à, par exemple, Joomla, où j'avais discuté avec celui qui est assez actif en France autour de Joomla. Il me disait que dans Joomla, en fait, il n'y a jamais de leader. Et d'une certaine manière, ça les bloque parce que il n'y a pas quelqu'un qui prend des décisions importantes sur chaque version. Et ça peut avoir un inconvénient parce qu'à un moment, tu ne peux ne pas être d'accord avec la décision qui est prise. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'avoir à un moment des changements un peu radicaux. C'est sûr que pour le cas présent, si ça avait dû être, s'il n'y avait pas eu, à mon avis, le leadership, enfin la volonté de Matt d'avancer sur ce projet, je suis pas certain qu'on aurait pu aller aussi vite. Et Et qu'on aurait eu les moyens aussi, parce oui, qu'il faut aussi avoir des personnes qui peuvent. Enfin voilà, je sais pas quel est le pourcentage de temps de travail de Riyad sur Gut par rapport à ce qu'il fait pour WordPress.com, mais j'imagine que c'est un temps de travail énorme que tu y passes, et il faut aussi voilà, c'est Moi, je nécessaire. suis full sur Gutenberg. Je suis 100% sur Gut pour travailler sur .org. Pas forcément Gutenberg, mais sur WordPress.org en général. ouais, mais ça fait partie des 5%. Ça, il y avait eu ce fameux discours aussi, où si toutes les entreprises donnaient 5% de leur temps à WordPress, on ferait des choses fantastiques, effectivement. Là, Je pense qu'on doit être une vingtaine maximum d'automatiques qui travaillent genre sur .org en permanence. en permanence. Mmh. Après, sur peut-être 600 quelque chose employés. Mmh. C'est pour avoir une idée. D'accord. Une grosse PME française. Il y avait d'autres points, mais je crois qu'on les a déjà abordés puisque l'histoire des Metabox, bon, bah, voilà. On avait l'histoire de vas-y?
Ouais, j'ai peut-être un petit truc, React, effectivement, on en a parlé. Peut-être un petit truc, c'est par rapport aux reviews, aux notes de l'extension Gutenberg sur le repo WordPress. Et je pense qu'en fait, c'est intéressant de l'évoquer. Je l'avais fait au Meetup, là, j'ai le diagramme sous les yeux, l'évolution de ces notes en fait dans le temps. Et je pense que c'est intéressant de l'évoquer. En gros, je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais regardez, l'extension Gutenberg a eu des notes pourries. Il faut surtout pas sortir ça. Les gens n'en veulent pas. Et je pense qu'il y a un truc intéressant qui s'est passé, c'est que on voit qu'il y a eu un énorme changement qui s'est opéré en janvier, au début de l'année, et qui, en fait, en gros, pour résumer, les notes de 1 sur 5, donc la note la plus basse, c'était plus quasiment 70%, ouais, à peu près 65% des notes qui étaient attribuées en septembre 2017, pour un tout petit peu plus de 20% de 5 étoiles. Et au milieu, il y a le reste. Aujourd'hui, en janvier, en fait, fin janvier, on est à peu près un tout petit peu plus de 30% de une étoile, au total, hein, en cumulé. Et on est à 50% en fait de 5 étoiles en cumulé sur tout ce temps-là. Et je pense qu'en fait cette évolution, elle est très intéressante. Et ça, déjà, ça, mon propos ici, c'est de couper court en fait au fait que le truc ait des sales notes, parce que non, en fait, il a même de plus en plus de très bonnes notes. Pourquoi? Parce que ça rattrape en cumulé finalement les mauvaises notes du début. Et il faut pas oublier qu'en fait, c'est finalement quelque chose de normal. Les gens ont vu du JavaScript arriver, quelque chose qui est annoncé en mode un peu américain et mercantile par Matt au WordCamp Europe, quelque chose qui est brandé un peu automatique. Donc du coup, tout de suite, c'est là un peu la théorie du complot avec automatique, le grand méchant, ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, tout ça, ça a fini par se lisser avec l'arrivée des articles, des démonstrations, le fait que Gutenberg soit open sourcé et disponible sur GitHub, etc. Et on voit qu'en fait, ça évolue complètement dans le positif. Hein, de plus en plus, plus le temps passe et plus ça évolue dans le positif. Et du coup, voilà, l'idée c'était aussi de couper court à ce truc-là. On nous impose quelque chose que manifestement les gens n'aiment pas, et ben en fait c'est de moins en moins vrai. Voilà. En général, quand il y a des notes à donner, c'est souvent ceux qui sont contre qui notent. Moi, j'ai toujours entendu ça, en tout cas. Mais de moins en moins, et je pense que c'est important de le souligner en fait, que parce que du coup, en plus, plus les notes seront bonnes, moins on parlera du fait que les notes sont bonnes. Hein, ça c'est Ouais. sûr, tu peux y aller. Mais je pense que c'est important de le souligner. Et c'est vrai qu'on a l'air tous les quatre de défendre Gutenberg depuis le début. Mais enfin voilà, je pense que ça c'est des données objectives en fait finalement qui C'est sont un peu le importantes. cas quand même, hein. Même si c'est le cas, moi clairement, je l'ai annoncé dès le départ. Mais voilà, il y a des informations objectives dans ce qu'on dit, et je pense que c'est important de les souligner. Après, moi, je tiens à dire que moi, c'est compréhensible pour moi les gens qui votent 1 parce qu'un changement de cette ampleur sur WordPress, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça change en même temps l'expérience utilisateur et l'expérience développeur. Alors, il y a plein de gens qui se sentent ah, je veux pas de ce changement, je suis bien, je veux rester dans ma zone de confort. Alors, c'est pas tout le monde, bien sûr, mais il y a beaucoup de monde qui a ce ressenti. C'est humain, c'est n'importe quel changement, on réagit toujours par de la méfiance. D'autant, je pense, qu'il y a une donnée importante, d'autant que, on va dire que l'écosystème économique, c'est beaucoup de freelance. En tout cas, en France, de ce que j'ai vu, des freelance ou des petites agences. Et du coup, un changement de cette ampleur, c'est presque un changement organisationnel pour les agences et c'est presque aussi un un investissement supplémentaire à faire, et un risque supplémentaire à prendre pour le freelance parce qu'il va falloir qu'il se forme, il va falloir qu'il change ses habitudes et cetera. Et donc je pense que c'est ça aussi qui est un petit peu délicat à gérer et qui moi me fait comprendre aussi, que, ben, certains ont pu, dire: «Ouais, non, on change rien. Pour l'instant, je peux manger tous les jours, j'ai pas envie de prendre le risque de manger un jour sur 2». Enfin, je peux comprendre aussi cette appréhension parce qu'il y a un vrai, il y a potentiellement un risque, c'est sûr, dès qu'on change, il y a un risque. Hem, mais moi, je crois, que le risque, en fait, il est si on ne change pas. Parce que, je me dis
OK, pour l'instant, la situation, elle est plutôt, confortable pour moi, parce que si je suis freelance et j'ai des contrats, j'ai une façon de travailler et cetera. Mais qui dit que demain, on aura, si WordPress s'enlise en quelque sorte à rester, sur des, technologies qui ne changent pas, va se faire dépasser par d'autres. Donc on est toujours un peu obligé d'être à la pointe et je pense que le risque, c'est de ne pas changer en fait dans cet écosystème. Et ces mêmes personnes qui ont peur du changement actuellement, elles iront voir ailleurs si WordPress est dépassé. Oui, voilà, en plus, Donc, oui. si on tient vraiment à WordPress, il faut vraiment, faut apprécier le changement et le prendre vraiment comme une opportunité. Je suis d'accord. Ok, ok. On a fait le tour, Mathieu, non? Ouais, j'avais pas appuyé sur la touche là. C'est vrai, excellent. On va boucler parce que là, bah oui, on a fait un petit tour d'1h30 tranquille Mm. sur Gutenberg. En tout cas, moi, je voulais remercier chaleureusement JB et Riyad d'avoir répondu présent. Riyad qui est de l'autre côté de la Méditerranée en plus. Donc c'est ça qui est intéressant avec les nouvelles technologies aussi, c'est qu'on peut discuter comme si on était les uns à côté des autres, et en fait non. Donc merci à tous les deux. Ouais, merci beaucoup. Merci. Moi, je suis très heureux que vous puissiez intervenir également tous les deux au prochain WordCamp à Paris. Alors, Jean-Baptiste, il va nous présenter un personnage, je crois, qui s'appelle Jean-Philippe Audit ou Jean-Michel Audit. Je m'en C'est mon double maléfique. Ouais. Et Riyad, lui, il va aborder Gutenberg, plus nous faire rêver dans une conférence, et puis après, il va enchaîner, donc une sacrée performance, faire deux choses en même temps. Et on va dire coup sur coup, puisqu'il fera un atelier plus technique pour les développeurs après sa conférence. Donc, bah, merci à tous les deux. Et puis moi, j'ai hâte d'être au WordCamp en fait. Ça voudrait dire qu'on aura terminé notre travail nous de notre côté, ce qui sera, ce qui sera génial. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Voilà, plaisir. Merci à toi et hâte de vous rencontrer en vrai. Ouais. Ouais, pareil. Ciao, à bientôt. On se Ciao. revoit Bonne soirée dans à un tous. mois. Ouais. Ciao. Bye.